créé en 86 en hommage à sa femme par le veuf de Julia Verlanger. Il est attribué par la Fondation Julia Verlanger sous l'égide de la Fondation de France. Donc nous avons le regret de vous annoncer que Claude Eken et Cathy Martin-Legat nous ont quittés fin 2017. Non, oui, ils nous ont quittés, nous. Pas le reste du monde. C'est juste nous. Mais nous avons le plaisir d'accueillir 2 nouvelles jurées. Sylvie Lenné. Une de nos plus grandes nouvellistes et une grande lectrice. Et Marie Vincent, blogueuse et passionnée d'imaginaire. Mais nous allons passer tout de suite au cœur du sujet et vous montrer la sélection 2018. Donc, After Atlas d'Emma Newman, Issa Elohim de Laurent Klotzer, L'enfant de poussière de Patrick Doudnay, Le pouvoir de Naomi Alderman, la terre fracturée de Madame Jemisin et Station la chute d'Al Robertson. François Manson va nous présenter et nous lire un extrait d'After Atlas, traduit par Patrick Imbert chez les Lumières. Alors, il faut savoir juste que After Atlas fait suite à Planetfall, mais peut être lu indépendamment. Ça se passe plus ou moins en même temps que Voyage, le vaisseau, dont on voit l'arrivée dans l'autre roman. Et donc Carlos Moreno, qui est le narrateur et le personnage principal de After Atlas, est un enquêteur qui a été racheté par le ministère de la Justice, et il est le fils de celle qui a guidé les membres de l'Atlas vers une planète où ils sont censés rencontrer Dieu, dont elle a eu les coordonnées en rêve, dans une vision. Et là, il vient de découvrir, Carlos Moreno, que sa meilleure amie, Dee, avait elle aussi essayé de lui tirer les verres du nez sur son passé, sur sa famille, alors que depuis le début et depuis le départ de l'Atlas, il essaye d'éviter tout ça. Donc je vais vous lire un passage. Je commence à éplucher les patates, sans savoir quoi répondre. Je ferais mieux de me tenir au courant, plus que ces derniers temps en tout cas. C'est toujours bon de tout savoir des dernières recherches et des nouvelles productions de tous les domaines. Mais lors de ces rares soirées libres entre 2 meurtres, c'est bien la dernière chose qui m'attire. Je devrais aussi garder les affaires courantes à l'œil, mais avec tous les fils d'actu remplis de saloperies sur la capsule, tous ces marchés, tech et finance, et tous ceux qui se branlent sans pudeur sur son hypothétique contenu, il ne reste rien d'intéressant. Tia est une APA, haut de gamme, usage professionnel et personnel, mais elle est parfois un peu trop zélée dans ses demandes de connexion. Elle ne fait que suivre les protocoles établis par moi-même et mon superviseur psy. Mais il lui arrive d'être un peu casse-pied. Tes suggestions ne me dérangent pas, dis-je. Pour le moment, rien ne m'intéresse, à part ce ragoût. Je suis un cas, je sais. Mon ex suivait 10 conversations en même temps, sous sa douche, même aux chiottes. De toute façon, il m'est impossible de me jeter dans le flux, corps et âme. Pas avec mon travail. Mes activités sont surveillées en permanence, même si j'ai l'autorisation d'utiliser un pseudonyme légal pour un usage récréatif en ligne. C'est toujours délicat quand on sait que l'intégralité de mes actes ou de mes propos est enregistrée, disponible à tout moment pour mon propriétaire. Je comprends pourquoi les véritables acharnés font tout ce qui est humainement possible pour se créer illégalement des identités anonymes en ligne. L'authentique liberté procurée par l'anonymat doit être particulièrement grisante. Sur les réseaux, je suis bien plus silencieux que les autres. J'imagine que certains des enseignements d'Alejandro ont laissé des traces chez moi, plus que je ne suis prêt à l'admettre. Je prends soudain conscience que c'est aussi lui qui m'a donné la recette de ce ragoût. Je secoue la tête. Je ne suis pas le produit de cette tragédie que les types des médias affectionnent tant. Un autre enfoiré égoïste a bien fait pire que mes parents pour que j'en arrive là. Tiens, Alejandro Casales a-t-il dit quoi que ce soit sur la capsule? Il a fait une déclaration publique en arrivant à Londres. Il est à l'Europe? Mon cœur manque un battement. Est-il enfin venu me rendre visite? Non, il ne doit même pas se souvenir de moi.
Seul un idiot narcissique croirait qu'un type aussi important que lui s'intéresse à sa pauvre existence. Je ne suis qu'une épave de plus, laissée dans son sillage, bien sûr. Sylvie va nous faire le plaisir de nous lire un extrait d'Issa Elohim de Laurent Klotzer au Bélial. Alors, le Issa Elohim est une novella ou un court roman, vous l'appellerez comme vous voulez, subtil et ambigu, qui met en scène des Elohim que vous connaissez peut-être, puisqu'on les croise dans Anamnèse de Lady Star. Et ce petit roman est à la fois sombre et très lumineux et très poétique. Et j'ai choisi de vous lire un extrait dans lequel on a le témoignage d'une des premières personnes à avoir rencontré Issa Elohim. Ce n'était pas une voix comme celle d'un homme, d'une femme, d'un enfant ou d'un animal. C'était une voix sans son, sans mots distincts. Et pourtant, je sais qu'elle nous disait de sortir, de venir. Nous avons quitté l'abri. Il faisait froid encore, mais la soif et la faim étaient passées. Et nous avons marché, je ne sais pas vous dire combien de temps, jusqu'à arriver au cratère. Je l'ai appelé comme ça tout de suite quand je l'ai vu. Un cercle sur le sol, grand comme ce salon. Plus grand. Creux, en pente douce vers le centre. Le sol était de pierres lisses et dures, et quelqu'un avait marqué le bord avec des pierres rondes. Nous n'avons pas osé nous approcher du centre, là où la surface était noire, comme si quelque chose avait brûlé, sans flamme ni cendre. Nous nous sommes posés là, même le sol. Nous avions froid, mais c'était comme si le froid arrivait à quelqu'un d'autre. Je crois que nous nous sommes endormis. C'est difficile à expliquer de s'endormir ainsi. Quand je raconte ça, ça n'a pas de sens. Mais c'est ce qui m'est vraiment arrivé. Nous avons marché en somnambule, suivi une voie, et sommes revenus nous endormir dans ce cercle étrange, au milieu de rien, au milieu des cailloux. Nous étions 3, et après nous nous sommes retrouvés à 4. Je ne sais pas si j'ai dormi vraiment. Après le sommeil, on ne se souvient de rien, non? Je me souviens de lumière, comme un gaz sortant du sol, ou bien descendant du ciel et formant une sorte de grande forme lumineuse. Un ange. Un ange serré dans ses ailes, comme ça, en forme d'amande. J'avais froid. Je ne pouvais rien dire ni rien penser. Après, c'était l'aube. J'avais très froid, très faim. Et lui était là, au milieu de nous, nu, sans chaussures ni rien. J'ai pensé tout de suite qu'il était arrivé pendant notre sommeil. Mais nu comme ça, alors qu'on était à 10 km au moins de n'importe quelle maison. Il dormait là, sur la pierre noire, au centre du cratère. Je ne saurais vous dire comment, mais il avait l'air neuf. La peau bien jolie, lisse comme celle d'un bébé. Les pieds sans marque, pas comme s'il avait marché des kilomètres et des kilomètres. Je ne sais pas comment vous dire, il était là. Il a ouvert les yeux, il nous a dit qu'il s'appelait Issa. Issa comment? Issa tout court, comme le prophète, que Dieu me pardonne. On a partagé nos vêtements comme on a pu avec lui, et on est retourné à la route. Là, un camion nous a pris en stop et nous a ramenés au camp. On avait faim, tellement faim. C'est maintenant au tour de Marie de nous faire découvrir L'Enfant de poussière de Patrick Doudnay, au Diable Vauvert. Alors, j'ai bien eu du mal à choisir un extrait. J'aurais bien voulu vous lire le livre en entier, mais on manque un petit peu de temps. Donc, je vais vous présenter un petit extrait au CIF, le héros de ce récit. Donc, c'est un tome 1, il y en a 7 de prévus, et c'est une vraie chance. Donc, au CIF, discute avec un var, qui est un guerrier. Alors, Slightling, selon toi, quelle est ma meilleure arme? J'hésitais, quoique brièvement. C'est un piège, non? Hasardai-je en toisant Uldric d'un air méfiant. Le var esquissa un sourire mince. Tu es faible, mais pas aussi stupide que tu en as l'air, fit-il doucement. Il mit un genou à terre et me tapota le crâne, tout en me fixant avec insistance. J'essayai de lui rendre son regard, plissant les yeux sous le rythme de ses doigts tendus. C'est ça, la meilleure des armes, dit-il, un esprit affûté. Quand j'ai tué l'homme qui portait tes mailles, il chargeait notre mur de boucliers en écumant comme un égaré. Les guerriers ne vivent pas vieux pour la plupart, Saïtling, parce que n'importe qui peut apprendre à se battre. Ce n'est pas cette foule qui maîtrise le comment qui survit, mais cette poignée qui sait réfléchir au quand et au si.
Si l'homme aux mailles de cuivre n'avait pas combattu ce jour-là, s'il avait compris qu'on n'attaque pas de front une ligne de Weidogans expérimentée, il porterait encore son armure. Tu comprends ? J'acquiesçais. Je crois que oui, répondis-je. Les miliciens que je connais sont plutôt caves. Ce n'était pas entièrement vrai, bien sûr. Et je fronçais les sourcils parce qu'il y avait le vieux Penn que je trouvais sympathique, et que même si j'en étais venue à les mépriser, au fond de moi, je savais que Hess et Dantan étaient loin d'être idiots. Le Var m'étudia gravement. Je manque encore un peu de pratique, désolé. Mais ne parut pas remarquer mon trouble. Évidemment, dit-il, il faut être cave pour aller risquer sa vie pour le caprice d'un seigneur. Il n'y a même que les caves pour le faire. Je souris, et Ulrich en fit de même, quoique plus tristement. Cela ne rend pas le Weidrogan meilleur, Slightling, fit-il par dire. Le Weidrogan risque sa vie, lui aussi. La seule différence, c'est que le Weidrogan est libre de choisir ses combats. Et s'il a appris à réfléchir, il les choisira bien. Mon maître Nair Sipal m'a raconté que vous n'avez pas de seigneur chez les Var. C'est vrai, ça ? Demandai-je, curieux. Ulrich se releva en grognant. Oui, Slightling, c'est vrai. Mais nous en reparlerons une prochaine fois. Il faudrait manger maintenant. Range mes armes pendant que je prépare le repas. Et je vais maintenant, pour ma part, vous lire un extrait du Pouvoir de Naomi Alderman, traduit par Christine Barbast chez Kalman Levy. Le Pouvoir est un roman extrêmement provocateur où les femmes acquièrent un pouvoir qui va changer le paradigme du genre dans toute la société. Nul besoin de miracle à foison, ni pour le Vatican, ni pour une bande de filles à fleur de peau, craignant pour leur vie, parquées ensemble des mois durant, comme dans une basse-cour. Non, il n'est pas besoin de miracle à foison. 2 suffisent amplement, 3, c'est déjà de l'abondance. Il y a cette fille, Louane, une rousse à la peau diaphane, avec des taches de rousseur sur les joues. Elle n'a que 14 ans. Elle est arrivée 3 mois plus tôt et c'est une très bonne amie de Gordy. Au dortoir, elles dorment dans le même lit pour se tenir chaud. Il fait affreusement froid la nuit, explique Gordy. Et Louane sourit, et les autres filles rigolent en se poussant du coude. Louane ne va pas bien. C'était déjà le cas avant que son pouvoir se manifeste, et aucun docteur ne peut l'aider. Quand elle est excitée, qu'elle a peur ou qu'elle rit trop, ses yeux se révulsent, elle s'écroule comme une masse, et elle se contorsionne dans tous les sens, comme si elle cherchait à se briser le dos. Il faut passer un bras autour de ses épaules et la tenir contre soi jusqu'à ce qu'elle se réveille, explique Gordy. Elle le fera d'elle-même, il faut juste attendre. Ces épisodes d'inconscience durent souvent 1 heure, sinon plus. Que ce soit au réfectoire à minuit ou dans les jardins à 6 heures du matin. Gordy est toujours là, un bras passé autour des épaules de Louane, à attendre que son amie revienne à elle. Ali a un pressentiment concernant Louane. Elle demande « C'est elle ?» Une voix répond « Oui, je crois ». Maintenant, c'est au tour de François de reprendre sa lecture avec un extrait des livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin, traduit par la grande Michèle Charrier qui est juste devant moi. Alors, ça va être plus court. Je vais vous lire juste le début du prologue du premier volume, sachant qu'il y en a 3 qui sont parus, qui forment un cycle complet. Prologue. Vous êtes ici. Commençons par la fin du monde. Pourquoi pas? On en termine avec ça, et on passe à quelque chose de plus intéressant. D'abord, une fin personnelle. Une pensée lui tournera dans la tête, encore et encore, les jours suivants, quand elle s'imaginera la mort de son fils, en essayant de trouver un sens à ce qui est aussi foncièrement dépourvu. Elle posera une couverture sur le petit corps brisé du Ché, sans lui cacher le visage, parce qu'il a peur du noir. Et elle s'assiera à côté de lui, engourdie, indifférente au monde qui, dehors, touche à sa fin. Il l'a déjà atteinte en elle, et ce n'est pas la première fois qu'il en arrive là, ni dehors, ni en elle. Elle a l'expérience de ce genre de choses. Voici ce qu'elle pense, à ce moment-là,
Et plus tard, au moins, il était libre. Quasi question que sa facette perdue et sidérée arrive parfois à produire, obtenant toujours la même réponse de sa facette amère, hélas. Non, pas vraiment, pas avant. Maintenant, oui. Pour finir, avant de vous révéler le nom du lauréat ou de la lauréate, je vais vous lire le début de Station La Chute d'Al Robertson, traduit par Florence Dolisi chez De Noël. Regarde par le hublot, fils. Il neige, dit Jack. Il s'était exprimé mentalement et la marionnette fut la seule à l'entendre. Tandis que leur navette virait de bord, le soleil embrasa l'un après l'autre les grands corps de glace des flocons. Même Hugo Fist se tut face à ce spectacle. Il y en avait des dizaines, flottant devant station, dans le froid de l'espace. Le soleil faisait scintiller les plus petits qui tournoyaient dans le vide en miroitant doucement. Ceux-là mesuraient environ 500 mètres de large. Les plus grands évoquaient de majestueux cristaux, des concentrés de complexité fractale. Eux aussi reflétaient les feux du soleil, mais ils diffusaient également leur propre lumière. La terre abandonnée maculait l'espace derrière eux, alignant ces nuages toxiques comme une insulte à leur froide perfection. And the winner is, et le lauréat est, Patrick Dieudonné pour L'Enfant de poussière, le dernier voyage, à qui je vais demander de venir sur scène. Et est-ce que Karim Desroca est dans le coin? Karim va devoir transmettre le bisou. Car la particularité du prix, bien sûr, Vincent Gessler, qui est aussi un ancien lauréat, la particularité du prix Julien Verlanger, c'est d'abord qu'il est doté de 2500 € pour le lauréat, et ensuite que, comme nous ne sommes pas du genre à afficher des sommes et des sommes d'argent, nous avons décidé depuis très longtemps qu'il se transmettait par le bisou. Des anciens lauréats ou lauréates. Alors, je veux dire que l'année dernière, j'ai déjà transmis le bisou, mais la bisoutée, elle s'est barrée avec son avion, elle n'est pas revenue. Et elle n'a pas rapporté le bisou. Du coup, tu as gagné 2 anciens lauréats, tu as gagné moi, et puis Vincent, parce que Vincent, voilà, joue chacun. Ouais, bah, ouais. Détends-toi, Patrick. Allez, bravo! Ouais, c'est difficile de dire autre chose que merci, donc merci. C'est un honneur et de voir tant d'amour m'émeut également. Votre amour. Oui, votre amour. Et peut-être Nous nous aimons tous, tu sais. Voilà, c'est ce que je... Non, je pensais qu'on réservait ça pour la seconde partie de la soirée. Merci beaucoup, énormément, vraiment. Ça me touche. Et maintenant, comme chaque année, nous vous invitons à monter avec nous au dernier étage, dans la salle terrasse, pour boire un verre à la santé de Patrick et fêter ça.